Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo pour rien parce que j'avais pas mis mon enregistreur externe. Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On voit dans cette vidéo les caractéristiques du X-H2 et je les comparais un peu avec ce que j'ai sur mon Canon EOS R3 qui me filme ici avec le micro-cravate Sony pour voir ce que ça donne parce que celui-là je peux pas l'utiliser dehors donc c'est la première fois que je l'utilise, même si vous vous en fichez. Et du coup on va voir la fiche de spécification. Donc voilà, c'est une première vidéo sur le X-H2. Et si ça vous intéresse pas, ne regardez pas et n'allez pas dire ça sert à rien de regarder une fiche de spécification. Si vous voulez avoir des informations et avoir mon avis sur le X-H2, eh ben, c'est le moment. Voilà. Donc, puisque pour l'instant personne n'a l'appareil photo, à part quelques personnes désignées par Fuji, et ils ont des modèles de pré-production, donc potentiellement avec certaines modifications. Après, donc le modèle c'est le X-H2, mon monture X évidemment, qui va avoir un capteur de 23,5 multiplié par 15,6, donc le typique DX inventé par Nikon, je vous le rappelle, pour leurs appareils photo réflexes numériques quand ils sont passés au numérique, croyant qu'il n'y aura plus de plein format. Et grâce à Canon, on a encore du plein format. Voilà, c'est juste pour la petite histoire, mais du coup, on aura ce crop 1.5 appliqué sur toutes nos petites optiques. Voilà, vous le savez déjà, mais voilà, c'était une occasion de faire un petit peu d'histoire. Donc 40,2 millions de pixels, donc le capteur le plus défini de la PSC et le plus défini pour les optiques, on va dire, tout court, puisque ça fait un capteur qui dépasse, si c'était un capteur plein format, qui dépasse largement les 100 millions de pixels. Donc ce sera très, comment dire ça, très difficile pour les optiques, mais apparemment il y a beaucoup d'optiques Fuji qui s'en sortent. Donc la dernière génération et les dernières optiques F2 ou de 8 s'en sortiront avec ça. Et donc on a un système de vibration ultrasonique. J'ai jamais eu de problème avec les poussières sur mon Fujifilm X-T4 quand je l'avais. Sauf que je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour avoir les problèmes que j'avais avec mon que j'ai avec mon Sony, puisque beaucoup de poussière avec et qui viennent de l'appareil photo, pas de l'extérieur. Et le Canon EOS R3 a le meilleur système de nettoyage, donc lui je peux le sortir un peu n'importe où et pas avoir de problème avec. D'ailleurs c'est une raison d'avoir acheté le R3, c'est d'avoir un très très bon système de nettoyage. Et c'est pas juste le rideau qui va se baisser devant qui fait ça. D'ailleurs qui ne sera pas sur le X-H2. En termes de médias, on a carte SD et carte CF Express de type B. Donc les CF Express de type B, il faudra bien les choisir en fonction de ce que vous voulez. Moi, je conseille toujours les Angelbird, même si elles ne sont pas conseillées par Fuji. Ceux qui les utilisent n'ont pas de problème avec ça. Moi, je conseille comment CF. Je peux pas ouvrir l'appareil photo, sinon il va s'éteindre. Mais là, 512 Go, je le mettrai sûrement quelque part dans la vidéo, qui coûte pas très cher, 230 € pour 512 Go, et je conseille en SD la V90 Angelbird qui est V90 mais au final a une base de 260 MO par seconde, donc qui peut potentiellement aider un peu la rafale de ce X-H2 ou de n'importe quel appareil photo comme le R3 qui me permet de faire 300 images à 100 ISO, puisque Canon a une rafale qui baisse en fonction des ISO. Et voilà, la carte Angelbird SD est pratiquement aussi cher que la CF Express de type B, donc évitez toujours de dire, messieurs les youtubeurs, que les CF Express de type B coûtent un bras. C'est moins cher qu'une CF Express de type A, ça doit être les cartes les plus chères pour ce qu'on a au final. Donc les formats d'image, on a le DCF, JPEG. Alors DCF c'est quoi? C'est le fichier Fujifilm. On a du JPEG, du AIF. Alors ce qu'il faut savoir entre les deux, c'est que le AIF n'est pas encore compatible avec tout parce que ça reste un fichier photo mais vidéo. Donc avec les informations de luminance et de chrominance qui ne sont pas du RVB au final, ou du RGB, alors que c'est le cas sur le JPEG. Et donc voilà, on attend toujours une compatibilité meilleure sur les AIF qui permettront potentiellement une meilleure retouche, parce que si on devait comparer au JPEG, bien que ce soit du RGB, c'est plus du 420 8 bits en termes de... Enfin, si on le mettait dans le même espace colorimétrique, on va dire ça comme ça, parce que la façon d'être calculée n'est pas vraiment la même, c'est ce que je voulais dire, mais voilà. Le RAW est du 14 bits, alors je ne sais pas si c'est tous les RAW, si c'est que le RAW non compressé. Donc c'est le RAF, le format RAW de chez Fujifilm, et on a du TIFF 8 bits et 16 bits. Alors il y a un truc intéressant, c'est que tout le monde dit oui, on n'a pas pu sortir les RAW et retoucher nos RAW. Les gars, quand vous testez un Fuji, vous pouvez convertir directement le RAW en TIFF.
Donc même si vous n'avez pas les informations d'objectif et de caméra, vous pouvez faire un TIFF 16 bits et ça marchera avec n'importe quelle caméra RAW, Lightroom ou tous les logiciels qui fonctionnent avec des TIFF, puisqu'il n'y a pas d'informations de caméra, il n'y a pas besoin de les décrire, voilà, c'est bon, et c'est pour ça que je pense que Fuji l'a fait, parce qu'il n'y a aucun avantage à avoir du TIFF 16 bits lorsqu'on ne peut pas l'enregistrer directement. C'est juste une solution pour pouvoir sortir le RAW en TIFF, parce que, basiquement, sortir du 14 bits dans du 16 bits, c'est juste mettre le RAW dans une boîte plus grosse et qui pèse plus lourd pour les informations en 14 bits. Mais c'est bien lorsque vous les retouchez et que, par exemple, la personne n'a pas la version finale la plus avancée de Lightroom. Par contre, le désavantage, c'est comme on est sur la matrice Extrans, ça peut poser quelques petits problèmes à la retouche. Alors c'est quand même mieux d'avoir le RAW, mais voilà, à défaut, c'est une solution viable si vous voulez retoucher sur autre chose que votre ordi qui sera forcément mis à jour puisque c'est le vôtre et que vous utilisez le XH2. Nombre de pixels, donc on a tous les formats. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de formats différents, 4 tiers, 3 demi, donc format natif, donc là où vous aurez le plus de pixels et là où je vous conseille toujours d'aller, mais comme on est sur un capteur 40 millions de pixels, pouvoir faire du 4 tiers et perdre un petit peu de définition, c'est pas si grave que ça, et ça vous permet d'avoir directement le cadrage que vous voulez. C'est ça le gros avantage. On a du 16 neuvième, donc là on perd bien évidemment en hauteur, mais du coup là le chiffre est intéressant pour les enregistrements en vidéo, ce qu'on verra après, puisqu'il y a un gros désavantage qu'il a par rapport au XH2, est-ce que je ne comprends pas, parce qu'on peut quand même s'en sortir. On a le 1.1, donc carré, et on a le 5.4 qui est un format beaucoup plus, encore plus, hop. Donc ça reste un rectangle, mais beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus serré que le 4 tiers. Et donc voilà, on a les tailles, et on a aussi du gros panorama qui est fait sur la définition de base en hauteur du 4K et du 2K, 2,6, enfin je sais pas, le 1044p, donc ce qui est entre le 1080 et le 4K. On a du digital téléconverteur, donc convertisseur digital. J'espère que ça fait comme chez Sony le clé image zoom, donc on peut graduellement le mettre sur l'image. Ça peut être intéressant, surtout en vidéo. Je vois pas trop l'intérêt en photo, puisque vous croppez, c'est la même chose. Après, s'il n'y a pas trop de dégradation, ça pourrait servir aussi en photo. Donc on a convertisseur 2 et 1.4, comme si on était, comment dire ça, sur de vrais téléconvertisseurs. Moi, ce que je pense, c'est que le 1.4 est, comment dire ça, avec, comment dire ça, sans, comment dire ça, je vais y arriver, hop, vous aurez toujours une qualité, comment dire ça, sans compromis avec le 1.4, donc potentiellement celui où vous pourrez zoomer vers ça en vidéo sans problème, mais après il y aura, enfin voilà, c'est zoom sans perte, zoom avec perte, voilà, c'est ce que je voulais dire. Sensibilité, donc en image fixe, donc en photo, on a donc tous nos autos qu'on va avoir comme on veut. Donc le problème des iso-autos, voilà, qui sont là, c'est qu'on est toujours limité à un 500e de seconde, donc l'endroit où c'est le plus utile, par exemple la photo animalier, il n'y a aucun intérêt à s'en servir. Ce qui est un petit peu dommage. Alors si vous aimez faire ça à un 500e de seconde, donc ça pourrait être utile notamment pour de la photo d'avion à hélice, ouais, des choses qui ont besoin d'avoir quand même du mouvement pour que on ait l'impression que l'avion ne tombe pas comme une pierre par exemple. Puis voilà. Sinon on a en étendu, on a 64-80, 100 et 25 600 et 51 200. La différence avec le XH2S, c'est qu'on a un ISO de base qui est de 125. Donc en photo, on aura plus de dynamique, c'est souvent ça que ça veut dire. On aura potentiellement plus de dynamique, à part s'ils ont juste, comment dire, essayé de dire, ouais, on a plus de dynamique, alors que c'est pas le cas, puisque je vous le rappelle, les ISO sont un peu sujets comment dire ça, la volonté de chaque marque de vouloir être plus ou moins honnête. Souvent les ISO calculés sont pas vraiment les mêmes que les ISO comme constructeurs. Donc, je sais pas, j'allais dire on verra ça, mais c'est pas moi qui peux calculer ça. Par exemple, je sais pas si DxO Mark teste les Fuji, mais c'est quoi, c'est Photon to Photo pour indiquer ça assez facilement quand l'appareil photo sera sorti. Contrôle d'exposition, donc on a le TTL 256 zones, multispot, voilà, j'utilise multi, c'est un des systèmes d'exposition qui marche le mieux, donc j'étais très content sur l'X-Ticket norme, surtout de nuit où j'avais pas besoin de faire beaucoup de compensation d'exposition, donc c'était assez cool. En mode d'exposition, on a tout ce qu'on aura d'habitude.
On a la compensation d'exposition qui est plus élevée en photo qu'en vidéo, donc ce qui est toujours un petit peu dommage. Après, je comprends, parce que en vidéo, on va vite perdre l'autofocus si on passe au-delà, et donc voilà, c'est pour ça qu'on en a moins, je pense. Après, ils auraient pu mettre 5 comme en photo, mais ils l'ont pas fait. On a la stabilisation d'image mécanique sur 5 axes, donc un basique maintenant, qui est sur comment calculer avec 7 stops, avec une très vieille optique, donc je ne sais pas pourquoi, le XF 35 mm 1.4R. On a de la stabilisation digitale, donc normalement pour pouvoir un peu améliorer la stabilisation mécanique, chez Fuji, j'ai jamais trouvé que ça marchait vraiment très très bien. Mais bon voilà, après on a le mode boost qui est censé, comment dire ça, contrer tous les mouvements, donc c'est pas fait pour bouger avec, et qui, voilà, donc ça devrait, pour les plans fixes, c'est censé être le meilleur mode. En termes d'obturateur, c'est un obturateur plan focal, donc ce qui est totalement de base, donc avec lame en carbone, ce qui existe depuis les années 80. Ça marche très très bien, parce qu'avant on avait un rideau en titane, vraiment un rideau, hein, donc ça se déroulait plutôt que d'avoir des lames qui se croisent, enfin, qui lorsque l'obturateur était ouvert se croisent et arrivent au même endroit. Avant on avait vraiment un gros rideau, mais on n'a rien à faire ici. Donc voilà, c'est le basique de tous les réflexes et hybrides qui existent, opposés aux obturateurs qui sont dans les objectifs, par exemple dans le X100 ou dans certains moyens formats, surtout du passé, je ne sais pas si aujourd'hui, je crois que je suis pas sûr, mais je crois que la Hasselblad, on a un obturateur dans l'objectif. Sujet à caution. Et donc après on a les shutter speed, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça shutter speed. Bon voilà, on a l'obturateur mécanique électronique avec l'aspect intéressant chez Fuji, et j'entends pas beaucoup de gens parler, d'avoir des combinaisons possibles. Donc on n'est pas juste en électronique ou juste en mécanique, parce qu'en mécanique on est limité à 8 millièmes de seconde, mais en théorie on n'a pas de rolling shutter, alors qu'on aura du rolling shutter sur ce capteur notamment en électronique. C'est bien spécifié par Fujifilm ici, voilà, Moving Subject, donc ça veut dire qu'il y a du rolling shutter, hein, et Fuji l'indique ici, donc me mettez pas dans les commentaires, ah, je sais pas, machin. Fuji spécifique, il faut faire attention, donc probablement qu'il y a quand même du rolling shutter visible. Mais l'intérêt d'avoir ces modes-là, plus le mode mécanique électronique, c'est que par exemple, entre 30 secondes et un 8 millième de seconde, on peut avoir, par exemple, l'obturateur mécanique. Mais dès qu'on passe au-dessus en automatique, eh ben, il va passer sur l'obturateur électronique, et c'est assez simple. Donc par contre, ce sera assez bizarre, parce qu'il va prendre des photos, vous aurez du bruit, clic, clic, clic. Dès que vous passez au-delà des 1 millième de seconde, vous n'entendrez plus rien. Donc la sensation peut être bizarre, mais vous avez accès au meilleur des deux mondes. Quand vous êtes obligé d'avoir du rolling shutter, eh ben vous l'avez, mais vous pouvez vous en passer en dessous de 1 millième de seconde. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant ces modes au final, et dont on parle vraiment jamais assez. Après, il n'y a pas beaucoup de photographes, il y a peu de photographes de sport avant le XH2S qui était chez Fujifilm, je pense. Mais voilà. Donc en film, on a, enfin oui, film, pour filmer, on a l'habituel, un 8 de seconde à 1/24e. Je ne sais pas s'il y a, comment dire ça, les angles d'obturation dessus, c'est pas indiqué. Mais ce qu'indique Fuji, parce que certains autres fabricants peuvent le faire, c'est que on peut choisir des vitesses d'obturation plus faibles, pas chez Fuji, que le 1/24e de seconde. Voilà. Donc on a l'obturateur synchronisé, donc qui est pour le flash, bien évidemment, synchro flash, qui est pas folle, hein. Donc un 125e en électronique, donc on a quand même en électronique, et un 250e en mécanique. Donc ça devient obligatoire de l'avoir en électronique, mais là c'est un peu gadget. Je sais pas si l'obturateur électronique est capable de faire la synchro haute vitesse. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui sait et qui veut bien l'indiquer, ce sera toujours bien. Et donc là on a l'obturation, enfin la rafale, voilà, on va appeler ça comme ça. Et donc on a, donc 20 images et maximum électronique, en crop 1, 29, 13 images en crop, on peut avoir 10 en crop, mais après le maximum que vous pouvez avoir avec les 40 millions de pixels,
c'est 13 images par seconde en électronique et 15 images par seconde en mécanique, comme c'est indiqué ici. Et donc vous avez sur le côté, et c'est avec les CF Express de type B, par exemple, non compressé, plus 90, enfin plus JPEG 90 images, c'est en 20 fps, donc 24 millions de pixels, puisque c'est un crop 1.29, avec une CF Express de type B. Donc je sais pas avec quoi ils ont calculé ça, quel CF Express de type B. Mais voilà, c'est pas en JPEG, c'est pas en SD. Donc vous avez tout ça ici. Donc après, un crop supplémentaire, ça peut être aussi un avantage en photo d'animalier, mais comme j'aime bien le dire souvent, c'est bien de partir avec son capteur plein pour arriver au crop que vous voulez. C'est pour moi toujours mieux que d'être dans la situation où on aimerait bien reculer en retouche et on peut pas parce que on a fait le mauvais choix de directement cropper. Donc voilà, après c'est mon avis, ça peut aider, enfin il peut y avoir le désavantage de, comment dire, pas pouvoir cadrer correctement. Après on recadre bien évidemment en post-prod, mais voilà, je sais que pour des raisons artistiques ou quoi que ce soit, c'est des fois plus facile d'avoir vraiment le cadrage final lors de la photo, mais du coup il y a ses avantages et ses inconvénients. Donc on a les drive modes, donc les, comment dire ça, je sais pas pourquoi ils appellent ça drive mode, puisqu'il y a la rafale là-dedans, il n'y a pas la rafale. Donc drive mode, ça devrait être là, enfin bref. C'est tous les types de bracketing que vous aurez. Donc on a une qui est plutôt intéressant, le bracketing de simulation de film, puisque beaucoup d'entre vous, puisque je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes fugiste, en partie, c'est de pouvoir avoir 3 JPEG différents avec les 3 simulations de films que vous préférez ou que vous avez choisi à un moment donné. On a aussi le bracketing de dynamique, donc on a que plus des trucs usuels. Donc vous pouvez voir tout ce qu'il y a ici. Je ne vais pas forcément rester 3 heures dessus parce que c'est déjà assez long, donc 16 minutes. On a le pixel shift. Donc le pixel shift, c'est assez compliqué à dire. C'est une technologie intéressante, mais c'est très sujet aux vibrations. Et comme c'est des capteurs très définis qui font des définitions encore plus élevées, et ben, c'est assez compliqué. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune vibration. Et ce qui est constaté souvent, c'est qu'il y a très peu d'endroits où il n'y a absolument aucune vibration dans le sol. Donc vous avez au final une image plus définie, mais au final avec une sensation de netteté plus faible qu'une autre photo. Donc peut-être qu'avec du Sharpen AI, donc de l'intelligence artificielle qui remettra du piqué, ça peut marcher, mais voilà. Après, est-ce que c'est pas plus efficace au final de prendre le 40 millions de pixels et d'utiliser le module Photoshop pour multiplier les définitions? Ça sera à vous de voir. Je sais pas si je devrais tester, si je testerais ça. Donc on a la Hot Shoe normalement moderne, donc la version qui est sur le XH2S, qu'on peut utiliser avec le Tascam CA-XLR 2D F, version F. Ce que je me demande sur ces trucs, c'est est-ce qu'on peut changer les adaptateurs? Parce que si c'était possible, s'il y avait un Fuji et un Canon, ce serait bien de pouvoir juste changer la griffe et pouvoir passer le module de l'un à l'autre, puisque le module de base c'est exactement le même. Donc touch, alors LCD, voilà, on a Viewfinder. Donc le VF est une dalle, un des plus grosses qui existent. Donc je le rappelle, c'est la dalle Sony de 5,76 millions de pixels qui est dans le R5, le R3, le A7R4, le XH2S, et le Panasonic S1R, me semble-t-il, et donc le XH2, donc il doit y en avoir d'autres. Et ce qui change dans chaque marque, c'est les optiques qui ont été créées par le fabricant pour vous montrer plus ou moins bien cette dalle de 5,76 millions de pixels. Donc ce que j'espère, c'est que c'est mieux que ce qu'on a sur le XT4. Donc ça a l'air d'être différent déjà, puisque le grossissement est plus élevé que sur le XT4. Mais le XT4, j'avais un gros problème, et je pense que les porteurs de lunettes avaient des gros problèmes aussi. C'est qu'en fait, on devait regarder vraiment au milieu du viseur pour avoir quelque chose de net. La distorsion était pas géniale. Donc en termes de luminosité, c'était plutôt un bon viseur, mais pour le reste, je trouvais que l'expérience n'était pas forcément géniale. Mais là, on est sur un agrandissement de 0,80 pour un relief d'œil de 24 mm, ce qui devrait être plutôt pas mal au final. Donc à voir, mais on a un grossissement équivalent à ce qu'on a sur Nikon. Canon, c'est plus faible, même sur le R3, c'est 0,76. Pour rappel, les Sony type A7 IV et tout ce qui arrivait avant
c'est 0,78. Et il n'y a que le A1 et la 7S3 qui ont un grossissement à 0,90. Donc un très très grand viseur, avec un relief d'œil qui n'est pas forcément génial du coup pour ça. Mais là, ça devrait être plutôt pas mal. On devrait avoir à la fois un grand viseur et un relief d'œil qui permet de voir bien toute l'image. Donc le LCD, il n'y a rien de vraiment spécial à dire dessus. C'est du format 3,5, donc ça, on peut le saluer. Mais c'est 1,62 million de pixels, donc c'est un peu la même définition. Bah, ça doit être le même écran que celui du R6. Encore une fois, de fabrication Sony. Parce que je pense que Canon font leur capteur, mais ils n'ont pas besoin de faire leur viseur. Et je pense que tant que Sony leur en vendra, ils n'auront pas de problème avec ça. Sinon, ils les fabriqueront eux-mêmes si ils venaient à plus pouvoir comment dire ça, acheter les viseurs et les écrans Sony. Et là, bien évidemment, comme ils font leur capteur Fuji chez Sony, ils n'ont aucune raison de ne pas acheter leur dalle chez Sony. Bref, on s'en fiche un petit peu. Donc on a le mode touchscreen. Ah oui, là ça c'est marrant. Ça, on dirait vraiment une fonction du passé. Regardez, l'écran est tactile, mais que lorsqu'on fait la prise de vue et lorsqu'on est en mode playback. Dans les menus, c'est pas le cas, ce qui est un petit peu dommage. Je pense que si j'avais à en acheter un, ça serait un petit peu compliqué, puisque comme mon A7 IV est tactile avec ses super menus, parce que s'il y a un truc que j'aime pas chez Fuji, c'est les menus. Canon, ça commence à revenir, mais j'ai toujours trouvé que Sony, avec l'abondance de ce qu'il y avait dans les menus, c'était les menus au final les plus pratiques. Et oui, puisque les menus ça s'apprend, donc arrêtez de dire voilà, tel truc c'est compliqué, parce que tout le monde le dit au final, parce que c'est pas vraiment une expérience personnelle. C'est ça que j'aime pas souvent sur YouTube, c'est que tout le monde va dire une chose parce que quelqu'un l'a dit avant. Enfin bref, chaque menu s'apprend. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec ces menus Fuji qui semblent être exactement les mêmes que sur le X-T4. Et moi, c'est juste pas le cas. Donc on va aller directement dans les enregistrements vidéo. Donc je ne sais pas si le RAW est indiqué plus tard, mais c'est pas indiqué directement ici. Donc on a en mauve tous les Apple ProRes, donc le HQ c'est le plus qualitatif et le LT c'est le moins qualitatif, sachant que le LT ça reste quand même meilleur que normalement de l'enregistrement H265. C'est à vérifier, mais c'est meilleur en termes de performance pour votre ordi. Donc si vous aimez votre ordi, utilisez le ProRes LT, c'est celui qui prend le moins de place, donc c'est d'ailleurs avec ça que j'enregistre mon écran d'ordinateur. Non, enfin l'équivalent. Désolé, j'utilise du DNxHR, mais c'est exactement la même chose que le ProRes LT. C'est avec ça que je fais mes rendus dans Premiere, voilà, c'est plutôt ça. Et donc on a la flexibilité de tous ces formats, qui sont tous en 24 bits, même le H264 peut être en PCM linéaire 24 bits. Alors je sais pas si là-dedans il n'y a pas l'espèce de petite carotte où c'est qu'avec les micros adaptés à la griffe spéciale. Voilà. Ça pourrait être juste avec par exemple le Tascam CA-XLR 2DF parce que je sais pas, mais en tout cas l'H265 est directement comme ça, donc j'aurais tendance à dire que même dans la prise jack 3.5 on a quand même l'audio en 24 bits. Je sais pas si c'est vraiment compatible avec une prise jack comme ça, mais bon, voilà. Donc on a le All-Intra et le Long Up. Donc le All-Intra c'est vraiment pour avoir maintenant en théorie une performance de montage meilleure, puisque toutes les images sont égales, alors que sur du long up, en fait, c'est comme si vous aviez une image sur 5, et en fait, par exemple, là, je me filme en long up, en l'équivalent, comment ils appellent ça, c'est pas grave, en IPB, voilà. En gros, je bouge, l'image est décrite dans les 5 images, mais par exemple, comme l'arrière-plan ne bouge pas, en fait, il va prendre l'image, il va faire une espèce de, comment dire ça, prendre la première et la 5e image et essayer de combler les vides qu'il a dans sa compression. Et donc ce que ça pose comme problème, bon plus maintenant mais avant, c'est que si on coupait avec à l'image par exemple 3, il avait à tout recalculé jusque là, donc ça fait que 2 images, mais c'est quand même déjà assez élevé pour donner une impression fluide et qu'il n'y ait pas un truc où il y ait du vide dans la vidéo. Donc c'est expliqué très très simplement. Donc voilà, dans les formats, il y a un truc qui manque par rapport au X-H2S et je ne comprends pas pourquoi. C'est une limitation mais qui n'existe pas en théorie. Donc
voilà, si je devais prendre, voilà, moi ce qui m'intéresse dans le XH2S, c'est l'Open Gate. Mais il n'est pas ici. Donc je me dis, putain, c'est dommage. Ah, désolé. C'est dommage. Parce que, c'est dommage. Mais je me dis, mais attends, mais c'est une caméra 8K. Pourquoi il n'y a pas l'Open Gate dedans? Et en fait, bah si. Mais ça va vous embêter parce qu'il faudra créer l'Open Gate vous-même. Donc voilà. L'Open Gate, c'est du... je ne vais pas aller voir les spécifications. Je crois que c'est du 6240 fois 4188, si je me souviens pas. Et regardez, on peut mettre ça dans le 8K. Donc en fait, il faut prendre dans votre logiciel de montage un format 4 tiers, non, 3 demi, pardon, créez vous-même, et mettre votre timeline 8K pour pouvoir travailler dedans. Ou juste votre projet en entier, si vous voulez faire votre projet en OpenGate, tout simplement. Parce que j'aime bien cet aspect un petit peu 3,5 ou 4 tiers, qui est par exemple dans Justice League version longue de Zack Snyder. Donc voilà, vous pouvez quand même faire l'OpenGate, voilà, avec le 8K, qui sera exactement du coup le même OpenGate que ce qu'on a sur le XH2S. Bon, avec un petit peu plus de données à la base, puisque bien évidemment le 8K sera beaucoup moins facile à à monter que les autres, mais on a tous les ProRes qui sont disponibles avec le 8K, donc vous pouvez faire quand même votre OpenGate avec le XH2, sauf que ça demandera plus de travail, donc c'est un peu plus embêtant que directement enregistrer du 6,2K sur le XH2S. Et en plus, je sais pas, enfin, pourquoi mettre le 6,2K si c'est pas pour mettre l'OpenGate. Moi, c'est ce que je m'étais dit dans les spécifications de base du XH2. Voilà, parce qu'on en reparlera juste à la fin de tout ça. Et donc voilà, on a plein de formats assez intéressants. On a le DCI 4K, donc 4K Cinema, qu'on a aussi sur le R3. Mais l'intérêt qu'il y a sur le XH2S, qui n'est pas sur le R3, c'est que si on veut faire de la Full HD, eh ben, on n'est pas obligé de rezoomer dedans dans notre timeline 4K, 4K Cinéma, pour pouvoir le mettre dans l'image et encore perdre de la qualité. Parce que quand on a un appareil photo comme celui-là qui ne fait pas de 120p, c'est dommage en 4K, eh ben, on aimerait bien pouvoir avoir l'HD en 17 neuvième si on fait du format 4K Cinéma et pouvoir avoir les 240 images par seconde. Parce que c'est ce que je fais. Le R3, je fais les 240 images par seconde que je remets dans ma timeline de base, sauf que comme c'est de l'UHD, c'est de la Full HD 16 neuvième, on va dire ça comme ça, je suis obligé encore plus de l'étirer. Donc là, potentiellement, meilleure qualité que sur ça. Bon, pas en rolling shutter, mais c'est autre chose. Et donc, il y a plein de petits astérix. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de correspondance directe avec... on n'a pas le lien avec les formats d'enregistrement. Donc voilà, c'est des tests à faire. Donc vraiment tester chaque carte, CF Express type B, est-ce que ça marche avec le 8K. Donc apparemment, voilà, c'est ça. Les Apple ProRes, alors ça, je trouve ça un petit peu dommage. Tous les Apple ProRes marchent sur la CF Express de type B. Pourquoi ça me pose problème? Parce que quand on enregistre de la 4K avec par exemple le R6 ou la 7.4, mon enregistreur externe, donc le Blackmagic Video Assist, peut enregistrer du ProRes HQ, donc au moins le DNX, enfin le DNX équivalent, c'est pratiquement la même chose, donc il peut enregistrer le ProRes HQ, le ProRes et le ProRes LT, en 24 images par seconde. Après, peut-être qu'ils se sont dit, voilà, si vous voulez passer à 30 images, mais je ne suis même pas sûr que 30 images par seconde, ça le gêne. C'est les 60 images par seconde qui gênent, et en plus c'est d'une carte SD V60, pas V90. Donc voilà, ils nous ont fait un truc comme quoi c'était pas possible, alors que c'est totalement possible. Voilà, ça vous fera utiliser plus d'argent pour, faire fonctionner correctement votre XH2. Ce qui est un petit peu dommage. Et si vous utilisez du ProRes, ça sert à rien de sélectionner vos mégabits par seconde parce que c'est en interne, c'est choisi à l'avance. Alors ce qui est un petit peu étrange, pardon, c'est que le ProRes, c'est pas limité en mégabits par seconde. C'est un choix de du fabricant. Donc ça se trouve, les mégabits par seconde,
Voilà, je contredis ce que je viens de dire jusque-là. Le nombre de mégabits par seconde est assez élevé pour que le ProRes LT soit plus compliqué à écrire que sur le Blackmagic Video Assist, on ne sait jamais, mais voilà, il n'y a pas de données constructeurs sur le nombre de mégabits par seconde, ce qui est un petit peu dommage. C'était la même chose sur le Mavic, hein, parce qu'on ne sait jamais si c'est 800 MO par seconde ou des choses dans le genre. Les simulations de film, on a 19 modes, donc tous ceux qui aiment faire du JPEG, Fuji, donc beaucoup de Fugistes trouveront ça intéressant. Moi je prends toujours du RAW, que ce soit sur Fuji ou n'importe quoi d'autre, même si je ne suis pas resté longtemps chez Fuji, enfin j'ai eu plusieurs Fuji, notamment le X100 que j'ai gardé quand même pas mal de temps, mais mon XTK je ne l'avais pas gardé de temps que ça. Enfin bref, on a 19 modes, on a le nouveau, il est où? Le Nostalgic Neg. Donc ce qui sera intéressant pour moi, c'est que j'espère qu'on les aura dans Lightroom, donc en théorie oui, à chaque fois il y a une assez bonne communication entre Fuji et Lightroom. Et comme moi, dans mes préférences, je mets la reconnaissance de l'appareil photo, ça permet en fait, en gros, d'avoir le profil appliqué de base sur mon RAW quand j'ai fait la prise de vue, donc ça me permet de retoucher avec ce que j'ai potentiellement vu lorsque j'ai fait la prise de vue. Je dis potentiellement parce que ça reste des interprétations Lightroom, donc ça peut légèrement changer. Mais ce sera quand même intéressant, surtout pour les JPEG, surtout pour le bracketing de simulation de film. Bon après moi j'ai toujours des réserves sur les simulations de film puisque c'est des simulations sur un appareil photo qui est numérique et une pellicule avec un ISO spécifique et une balance des blancs spécifique. Donc pour retrouver le look d'une d'une pellicule, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais bon voilà, ça donne quand même des couleurs généralement assez bonnes, surtout lorsque on met le boost de dynamique à 400. Même si du coup on perd de l'ISO lorsqu'on fait ça. Donc on a un mode monochromatique, donc on a plein d'effets, et je pense qu'on aura aussi la possibilité de régler, sur les fichiers vidéo, la réduction du bruit. Et donc c'est intéressant parce que par exemple chez Sony on peut pas le faire, donc même la 7S3 qui pourrait encore avoir plus de potentiel s'il n'avait pas de réduction du bruit, et ben, là sur ces appareils photo là on a ça, donc XH2, XH2S. Et donc voilà, donc il y a plein de choses. Voilà, donc quand je parlais du DR Boost qui est ici, et donc voilà, 500 ISO, c'est pas mal parce que c'est moins au final que sur le XH2S, donc ça veut dire qu'en photo au moins on a plus de dynamique sur ce capteur que sur le XH2S. Donc balance des blancs, on a la priorité des blancs, l'automatique ou l'ambiance. Bien évidemment, c'est à vous de choisir en fonction de l'endroit où vous êtes. Si vous voulez, bien évidemment, plus privilégier un aspect blanc si les lumières sont trop orange, ou l'ambiance, ou un peu des deux. Hop, donc température, on peut aller de 2500 à 10, donc je vais pas forcément rester longtemps là-dessus parce que c'est pas forcément des paramètres très très intéressants à regarder. Donc on a self timer, voilà, donc 10 secondes, 2 secondes, donc c'est basique. Transmission, WPA, Bluetooth, au moins, voilà, ils mettent ce qu'il faut. C'est bien 3,5 mm, c'est ce que je disais. Désolé, j'ai un peu le nez qui se bouche. Donc on a la batterie du XT4 et du XH2S. Je ne sais pas si les performances seront comme le XH2S, mais apparemment c'est mieux que le XT4 au moins. Donc encore une fois, les performances sont testées avec le XF35 1.4. Hop, la batterie. Ils mettent même le temps. Donc 70 minutes en 30 images par seconde et 75 en 8K et 75 en 4K 60. En fait, ils mettent le maximum disponible. Donc en 8K c'est 30 images et en 4K c'est 60 images par seconde. Ce qu'il faut savoir et qui n'est pas dit dans la description, c'est que la 4K est oversamplée du 8K jusqu'à 30 images par seconde, et dès qu'on passe à 60, c'est une moins bonne qualité, et donc il faudra voir si c'est quand même vraiment intéressant, parce que sur un capteur de 40 millions de pixels, pas avoir cette oversampling, ça peut être quand même compliqué. Donc en Full HD, on a 85 et 90 à 120. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis 240. Voilà.
Continuance, battery life of movie. Ok. Donc apparemment ça varie en fonction des paramètres d'autofocus qu'on a mis. Ce qui semble logique. Donc il y a les dimensions, le poids qui est pas très lourd au final. Hop. Et donc voilà, on a tous les accessoires. Et il y en a un qui manquera, bien évidemment, à tout le monde. Donc on a la batterie, bien évidemment. On a un AC Power Adapter. Donc je pense que c'est un adaptateur pour faire de la Power Delivery directement de votre mur, ce qui n'est pas le cas de base. Plug Adapter. Donc il y a un adaptateur de prise, à mon avis, en fonction des pays. C'est ce que ça veut dire. Un câble USB. Donc il doit aller de l'AC. Voilà, ça. Donc on a l'AC qui va se brancher à l'adaptateur en fonction du pays, qui se branchera au câble USB. On a la sangle que j'utilise jamais moi, donc je vous conseille d'utiliser plus des sangles Peak Design. Donc comme ça vous n'utilisez jamais votre sangle, mais au cas où vous en avez une qui traîne dans un coin, plutôt que de tout le temps remettre et enlever la sangle Fuji Body Cap, donc le bouchon de boîtier. Le True Cover, alors sur ce boîtier-là, je vous déconseille totalement de l'enlever. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça, ils enlèvent ça, voilà, c'est bon. S'il y a de la tropicalisation et que le système marche comme sur Sony et Canon, mettre de l'eau sur la griffe fera en sorte déjà de peut-être compromettre la tropicalisation et surtout d'avoir des problèmes avec votre appareil photo qui vous donnera des signaux contradictoires parce qu'il va croire qu'il y a quelque chose de branché parce que c'est plein de petits contacts les uns à côté des autres et donc le fait de mettre de l'eau va entraîner une connexion entre deux ou plusieurs des fiches et ça sera pas bien. Et donc l'appareil photo peut très mal réagir, donc je vous conseille de laisser la protection. File transmitter. Vector cover. Ah oui. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a sur le boîtier, puisque le battery grip, en fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a une espèce de petit bouchon en caoutchouc qui vous sert, qui sera comme sur le XT4 qu'on enlève pour connecter. Et donc voilà, il montre qu'il y a tout ça sur le boîtier. Mais, voilà, il y a slot cover. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on peut acheter séparément chez Fuji si on les perd, donc c'est quand même pas mal au final, parce que la porte de carte peut s'enlever sur les Fuji pour pouvoir filmer plus facilement. Ce que je ne conseille quand même pas, puisque vous avez juste à l'ouvrir et normalement il n'y a pas beaucoup de problèmes avec ça. Cooling Fan Connector Cover, oui, donc c'est la même chose, c'est le petit caoutchouc qui recouvre les connecteurs pour le ventilateur optionnel, la protection de câble qui va être en dessous, et le manuel d'utilisation. Ah ouais, il y a le manuel d'utilisation. Ouais, mais c'est le vrai. Ah si, chez Fuji, il y a vraiment le manuel. Alors, c'est plus un guide d'utilisation qu'un vrai manuel, à mon avis. Enfin, à mon avis, c'est ce que je pense. Mais ça marche vraiment très très bien. C'est comme, en gros, c'est un tutoriel sur le fonctionnement de l'appareil photo, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Au final. Donc voilà, j'avais commencé les spécifications sur la vidéo, sauf que voilà, il y avait le tableau un peu étrangement décrit. Donc là on a la 8K, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis là et indiqué que c'était pour tout, donc ça c'est 8K et donc vous verrez le débit qui est plutôt élevé en ProRes. Mais bon, c'est plutôt pas mal du coup pour du 8K. Et donc, pour rappel, vos nombres de MO par seconde de base, par exemple sur vos cartes, par exemple la Angelboard que je vous ai décrit, c'est 800 de base. Eh ben, il faut le multiplier par 8 pour avoir le nombre de mégabits par seconde, donc c'est 6400 mégabits par seconde, donc en fait, même cette carte-là, elle suffit pour le ProRes 422HQ. Par contre, votre ordi, il va avoir du mal avec ça. Il ne va pas forcément avoir du mal avec ça. C'est que si vous voulez filmer comme ça, c'est très bien. Normalement,
ils sont optimisés pour pouvoir être lus correctement, puisque moi je fais des rendus en ProRes LT, ça marche très très bien. Sauf que comme le fichier a beaucoup de mégabits par seconde, pour le retransmettre dans un fichier de visionnage, par exemple en 100 mégabits par seconde, si vous voulez faire du YouTube avec votre XH2 en utilisant le ProRes HQ, ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il doit, comment dire, compresser beaucoup de données, et voilà, c'est peut-être à ce moment-là où les performances de montage seront un petit peu moins bonnes, c'est juste le temps que vous allez mettre à transmettre des fichiers. Donc on a le All-Intra en H265, H265, voilà, donc apparemment c'est pas très très facile à utiliser sur les ordinateurs modernes, on va dire moyens, et même les gros, apparemment les grosses configs ont du mal, même avec le H265 du XH2S, donc le 8K ça va être problématique, donc pour moi la meilleure solution sera le ProRes LT avec ça. Donc il faudrait faire des tests avec ça, mais je pense que j'ai plutôt raison avec ça. Donc le 6,2K 16 neuvième, je sais pas pourquoi il y a ce format. Enfin bref, on a du 6,2K, je sais pas à quoi ça correspond. Il est oversamplé, donc on peut faire de l'oversampling du 8K vers 6,2, donc ça devrait donner de très bonne qualité en définition de 6,2K, et on a quand même du 6,2K, donc on peut quand même encore cropper dans l'image. Mais du coup, ce qui est d'intéressant avec le 6,2K, c'est que, en fait, ça, c'est la polyvalence du XH2 qui est vraiment pas mal. C'est qu'on peut avoir un très bon truc avec du ProRes LT. Voilà, en 6,2K, donc performance de montage plus élevée, avec quand même la possibilité d'avoir une vidéo un peu flexible, où on peut quand même pas mal zoomer dans l'image, sans avoir de défauts. Alors, il doit y avoir un petit problème parce que il n'y a pas l'H2 6.4 indiqué. Ah, bah voilà. En fait, dans le 8K et dans le 6,2K, on n'a pas d'H2 6.4. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu dommage parce que l'H2 6.5, plus la définition est élevée de l'image, moins votre comment dire ça, votre ordinateur réagira bien. Donc en fait, c'est une mauvaise idée de base de faire ça. Donc encore une fois, ProRes LT. Et si vous voulez le max de qualité, le ProRes HQ, mais qui devrait être beaucoup plus facile à lire, puisque ça fait voilà, le nombre de mégabits par seconde du ProRes en 8K. Et après, on a la 4K cinéma, puisque le 8K est en 16 neuvième. Alors je sais pas si c'est un choix ou je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de 17 neuvième en 8K. Ça se trouve, il n'y a pas la largeur. Ouais, je pense que c'est ça. Il n'y a pas la largeur disponible. Il n'y a que 40 millions de pixels. C'est la limite pour faire du 8K. Donc ils n'ont pas pu faire du 17 neuvième. En fait, ils ont dû faire un compromis à mon avis entre définition, qualité d'image, tout ça. Ils se sont dit 40 millions de pixels, ça suffit. On peut faire de l'oversampling. Voilà, c'est déjà quand même pas mal. Puis voilà. Donc, alors en DCI 4K. Donc on est quand même pas mal, hein. On n'est pas beaucoup redescendu par rapport au hop. Oh, je suis trop loin. 6,2K. Donc attends, c'est quoi la différence entre ça? Ah pardon. Voilà, donc la HQ. Ah, ce qui est marrant, c'est que la HQ a moins 2 mégabits par seconde. Alors, c'est à la fois logique et pas logique. Parce que en fait, ce qu'on peut constater, c'est que en fait, la HQ fait de l'oversampling. Donc on est, là, c'est ça. Je reprends. La HQ, c'est 23 à 29 et la DCI, c'est jusqu'à 60 images par seconde. Donc c'est pour ça. Donc comme on n'a pas jusqu'à 60 images par seconde, ils ont décidé que le ProRes LT irait à 435 mégabits par seconde, ce qui est pas mal. Et après, en ProRes HQ, on est quand même plus élevé que l'H265 en All-Intra 422. Et donc, c'est pas mal parce que déjà on n'a que 30 images par seconde, donc ils ont décidé de multiplier par 2 le nombre de mégabits par seconde pour les 60 images qu'on a en dessous dans la version non HQ. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme c'est oversamplé du 8K, ça suffit amplement et ça donnera même une meilleure qualité bien évidemment que le 4K 60 images par seconde, parce que ce qu'on constate, c'est que l'oversampling agit comme un nombre de mégabits plus élevé, donc c'est pour ça que le Sony A7 IV à 100 mégabits par seconde est quand même très qualitatif de base. Donc voilà, on a 435 mégabits par seconde, et après sur le DCI on aura 870, parce qu'on est en max 60 images par seconde. Et je pense qu'ils ont décidé
de ne pas s'embêter avec comment baisser le nombre de mégabits lorsqu'on baisse en comment dire ça, en une image par seconde. Donc on a le crop DAS, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pas la stabilisation électronique. Si, mais du coup c'est pas possible dans la plupart des modes. Donc en DCI 4K c'est pas possible. Et il n'y a que la version non oversamplée où ça va commencer à être possible ici. Alors après, c'est peut-être moi qui me trompe. Non, c'est le crop, pardon. Donc on crop ici. Mais ça a l'air d'être un crop assez bizarre parce que c'est pas un crop assumé déjà. Donc 1.14, 1. Donc jusque là, voilà. Ok. Et on parle pas des modes avec le téléconvertisseur, comment dire ça, numérique. Après on a la Full HD. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Après on peut aller jusqu'à 720 mégabits par seconde, mais en Full HD ça ne servira absolument à rien. Parce qu'au final on a presque plus de nombre de mégabits par seconde que d'informations disponibles pour le faire. Enfin, que, comment dire ça, c'est trop efficient pour que ça se voit en fait, au final, c'est surtout ça. Et donc ça va être ça le plus gros défaut de ces appareils photo là lorsque vous n'utilisez pas le ProRes, puisque le ProRes allez en avoir rien à faire, il va choisir pour vous, c'est que savoir quel nombre de mégabits par seconde sera suffisant. En général, hein, même en DCI 4K HQ, 200 mégabits par seconde, ça suffit largement. Hop, Full HD. Donc voilà, il y a le high speed aussi. Ah oui, parce que le high speed, c'est quoi? C'est les 240 et 120, c'est ça? Ou juste 240? Ouais, à moins qu'il fasse... Non, c'est 240 et 120 images par seconde, puisque vous voyez qu'il n'est pas disponible ici. 240, 120. Voilà, j'ai répondu à ma question en regardant. Voilà. Alors, avec l'HDMI, et c'est ça qui va être le plus intéressant avec cet appareil photo, 8K. Tac, 10 bits, DCI 4K, alors c'est quoi? Oui, bit depth, on verra 422, normal. High speed RREC, oui d'accord, voilà, on a HDMI RAW, parce que ça c'est le basique qu'on peut faire avec HDMI RAW. Oui, 8K, ah oui c'est que 8K, c'est tout, c'est fini quoi, c'est genre, il n'y a pas d'autre chose. C'est sûr ça? On peut que faire du 8K RAW. Ça fait beaucoup. Hein. Donc jusqu'à... Alors DAS, ça, je sais pas. Tac. Bah oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ProRes codec can be record. Voilà. Bitrate depend on the... Ah bon. Bah, ce qui est bizarre, c'est qu'ils indiquent pas... mais voilà, donc je voulais parler d'un truc, mais je vais pouvoir en parler, même si ce n'est pas indiqué. C'est que on va avoir du ProRes RAW et du Blackmagic RAW. Donc c'est pour ça. J'ai dit mon enregistreur qui veut partir. D'ailleurs tout veut partir d'ici, il y a un truc qui va tomber. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter cet appareil photo. Voilà. Je l'ai précommandé déjà, ici, là et maintenant. Voilà, donc je vais retester un Fuji. Je l'ai pris, pas avec, pris avec une optique de marque tierce. Donc voilà, vous pouvez me balancer des tomates. J'ai pris le Viltrox 13 mm 1.4. Et d'ailleurs, ça pourra me permettre de le comparer avec un prix pseudo-équivalent, voire un petit peu plus cher, avec le A7 IV. Même avec le R3, mais le A7 IV, il y aura le même focal, 20 mm contre 19,5 au final, du 13 mm f1.4. Et donc voilà, ça a l'air d'être un appareil photo très prometteur, notamment dans ce qu'il peut faire en vidéo. Il faudra voir pour l'autofocus, mais je suis préparé à pas forcément, trouver l'autofocus très bon, même si dans les tests que j'ai vus, l'autofocus s'en sort vraiment sur des sujets statiques au moins plutôt pas mal, et en vidéo ça n'avait pas l'air d'être très problématique. Donc voilà, je testerai ça vraiment comme d'habitude, de manière très très précise, et je vous dirai ce que j'en pense. Mais déjà, je pense que avec tout ce que je vois ici,
j'apprécierais déjà beaucoup l'appareil photo et ça me permettra, même si l'autofocus ne marche pas, d'avoir une approche que j'avais plus avant, d'utiliser de vieilles optiques et de plus me poser, de faire peut-être le focus en manuel et de moins de prendre la tête avec des bêtes de course comme le R3 que j'ai et qui marchera toujours très très bien. Donc voilà, avoir cet appareil photo là, ça me permettra de faire un max de définition en 8K, pouvoir faire de l'open gate, même si je vais devoir comment dire, modifier des choses puisque on n'a pas directement l'open gate dans cet appareil photo, mais il est disponible si on utilise la surface 8K de l'appareil photo. Donc voilà, ça peut marcher potentiellement très très bien. Et donc voilà, attendez-vous à un test de ce Fujifilm XH2, hein, et donc oui, je n'achèterai pas de R7, je suis très content avec mon R3, et j'ai pas forcément envie d'un appareil photo qui lui ressemble, et qui voilà. Comme ça me permettra aussi de m'amuser à faire des comparatifs Fuji, Sony, Canon. Alors vous allez dire que ce sera pas fair play, mais ce qui est intéressant avec ces trois appareils photo, c'est qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Oui, le A7 IV reste quand même très comparable, reste comparable à un R3 dans certaines catégories, notamment en vidéo. Donc voilà, j'ai acheté ce XH2, et donc je vous ferai un test avec, et donc je le garderai certainement. Il y a déjà plein de choses que j'ai à dire dessus, je sais très bien ce qui ne va pas déjà sur le XH2S, donc ce sera la même chose sur le XH2. Donc voilà, comptez sur, quand l'appareil photo sortira, je pense que je l'aurai puisque je l'ai précommandé assez tôt. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.